Le stylo semblait lourd dans ma main. Un poids mort qui entraînait mes doigts vers le document juridique impeccable posé sur la table de la salle à manger. La surface en acajou poli reflétait une version déformée de mon visage pâle, fatigué et méconnaissable. Une étrangère était assise dans mon propre fauteuil. Juste une petite signature. Maman. Juste ici. La voix de ma fille Chloé était un sirop doux et suave. Le genre qui masque un médicament amer. Elle pointa un doigt à la manucure parfaite vers la ligne assignée. Son ongle rouge une entaille de sang sur le papier blanc. À côté d'elle, son avocat. Un certain maître Dubois au sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, hocha la tête d'un air encourageant. Il ajusta sa cravate. Un froufrou de soie discret et professionnel qui sonnait comme un jugement final. Ce n'est qu'une formalité. Éléonore, dit-il de sa voix basse. Un mandat de protection futur standard. Cela permettra à Chloé de gérer vos affaires, de payer vos factures, de parler à vos médecins. Cela simplifie les choses. À votre âge, vous méritez que les choses soient simples. À mon âge. Les mots flottaient dans l'air, épais et suffocants comme la chaleur inhabituelle de l'été provençal. J'essayais de me concentrer sur le texte, mais les lettres se mirent à danser. Une marée noire et insignifiante. Un brouillard s'était installé dans mon esprit depuis des semaines. Une brume persistante qui me laissait un sentiment de détachement. Comme si j'observais ma propre vie à travers une vitre sale. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Un oiseau frénétique piégé dans une cage de côte. La faiblesse était une compagne constante. Un lourd manteau que je ne parvenais pas à ôter. Maman. La voix de Chloé se fit à peine plus tranchante. Tu es avec nous? On a juste besoin que tu signes. Je ne suis plus moi-même. Cette pensée faisait écho à un refrain que Chloé chantait depuis des semaines. À mes voisins. À mes amis. À quiconque voulait bien l'entendre. Maman n'est plus elle-même ces derniers temps. Elle devient oublieuse. Confuse. Elle présentait cela comme un acte d'amour. D'une préoccupation profonde et déchirante. Elle me tapotait la main. Son contact frais et bref. Et disait, ne t'inquiète de rien. Je suis là pour prendre soin de toi. Je la regardais. Ma fille. Mon unique enfant. Les traits de son visage, autrefois si aimés et familiers, semblaient acérés et prédateurs. Étaient-ce de l'amour? Cette pression? Cette pièce stérile remplie de jargon juridique et de l'odeur de parfum de luxe? Ma main tremblait en abaissant le stylo. L'encre flotta juste au-dessus du papier. Quelque chose n'allait pas. Chaque instinct, enfoui profondément sous le brouillard et la fatigue, hurlait que c'était une reddition que je ne pouvais pas me permettre. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir. Murmurai-je. Les mots à peine audibles. Le sourire de Chloé se crispa. Maman. On en a déjà parlé. Le docteur Martin a dit que ton déclin cognitif est. Ding-dong. Le son de la sonnette trancha la tension comme un couteau. Il était vif. Clair et insistant. Nous nous figeâmes tous. Je n'attendais personne. Chloé lança un regard agacé vers la porte d'entrée. Qui cela peut-il bien être? Marmonna-t-elle en se levant déjà de sa chaise. J'avais dit à tout le monde de ne pas nous déranger. Maître Dubois consulta sa montre. Sa patience s'effritant. Chloé ouvrit la porte brusquement. Son corps bloquant la vue. Je peux vous aider? Demanda-t-elle. La voix chargée d'irritation. Une voix calme et familière répondit. Oui. Je le crois. J'ai rendez-vous avec Éléonore. Mon cœur ne se contenta pas de battre. Il eut un soubresaut solide et plein d'espoir.
Je connaissais cette voix mieux que la mienne ces derniers temps. Chloé s'écarta. Le visage un masque de confusion et de frustration. Et le docteur Benoît Cartier entra dans la pièce. Ce n'était pas mon nouveau médecin. Celui que Chloé m'avait trouvé. Le docteur Martin. C'était mon médecin. Mon médecin depuis 20 ans. Son regard passa des papiers sur la table à mon visage pâle. Puis à Chloé et son avocat. Son expression était sombre. Mais ses yeux, lorsqu'ils croisèrent les miens, contenaient une force tranquille. Il tenait un épais dossier cartonné à la main. « Docteur Cartier ?» dit Chloé, se reprenant rapidement. « Quelle surprise ! Nous sommes au milieu de quelque chose d'assez important ici. »« Je vois bien. » dit-il. Le regard ferme. Il leva le dossier. « C'est justement pour ça que je suis là. Je pense que nous devrions tous jeter un œil à ceci avant qu'un quelconque papier ne soit signé. » Mais ce jour-là, le jour de la confrontation, n'était pas encore arrivé. Mon monde avait commencé à basculer un mardi gris au début du printemps. Quelques mois avant que le docteur Cartier ne se tienne dans ma salle à manger tel un ange rédempteur. L'histoire commence vraiment avec un jardin. Mon jardin. C'était mon sanctuaire. Le seul endroit où le fantôme de mon mari, Richard, ressemblait moins à une absence douloureuse qu'à une douce présence. Il avait construit les jardinières surélevées pour moi. Ses mains, calleuses de son travail de menuisier, assemblant avec soin les planches de cèdre. Depuis 5 ans qu'il était parti, m'occuper des rosiers et de la lavande était ma communion avec lui. L'odeur de la terre humide et des pétales en fleurs était l'odeur de ma vie. De notre vie ensemble. Mon appartement, un magnifique logement ancien au cœur d'Aix-en-Provence, était silencieux maintenant. Les échos d'une vie bien vécue se trouvaient dans les zones usées du fauteuil où Richard s'asseyait toujours et dans les légères éraflures sur le parquet. Souvenir de notre vieux Golden Retriever, Soleil, qui nous avait quittés 1 an après lui. C'était un lieu rempli d'amour. Mais le silence était devenu plus assourdissant chaque année. C'est pourquoi la présence accrue de Chloé avait, au début, semblé être une bénédiction. Elle commença à passer 3, puis 4 fois par semaine. Elle arrivait avec des produits bio que je n'avais pas demandés et un tourbillon d'énergie qui semblait agiter l'air stagnant de l'appartement. « Maman, cet endroit est trop grand pour que tu le gères seule ?» disait-elle en essuyant un plan de travail parfaitement propre. « Tu as besoin de quelqu'un qui veille sur toi. » Chloé était une agente immobilière à succès. Elle était vive, élégante, et toujours vêtue de vêtements qui coûtaient plus cher que mes factures mensuelles. Le succès émanait d'elle, mais aussi une énergie frénétique et nerveuse que je n'avais commencé à remarquer que récemment. Elle était toujours sur son téléphone, sa voix baissant à un murmure lorsqu'elle passait dans une autre pièce. J'attribuais cela aux pressions de son travail. J'étais sa mère. Mon rôle était de m'inquiéter, mais aussi de faire confiance. Ma santé était une chose prévisible et gérable. Après une frayeur quelques années plus tôt, on m'avait diagnostiqué une fibrillation auriculaire. Une FA. Comme disait le docteur Cartier. Un rythme cardiaque irrégulier qui me mettait à risque d'AVC. La solution était simple, un petit comprimé. Un anticoagulant. Chaque matin. C'était une partie de ma routine au même titre que la préparation de mon thé matinal. Le petit comprimé orange dans la case, mardi, de mon pilulier hebdomadaire était mon bouclier. Ma bouée de sauvetage. Le changement commença subtilement. Un matin, alors que je mettais le comprimé dans ma bouche, ma main flancha. Et la minuscule pilule tomba, roulant sur le carrelage avant de disparaître sous la cuisinière. Zut! Marmonnai-je en me mettant à 4 pattes. La recherche fut vaine.
Chloé arriva 1 heure plus tard et me trouva toujours frustrée. Oh. Maman. Dit-elle. Sa voix dégoulinant d'inquiétude. Tu ne devrais pas ramper par terre comme ça. Et si tu tombais? Tu vois. C'est de ça que je parle. Cet après-midi-là, elle revint avec un nouveau pilulier plus grand, avec des compartiments géants, et un nouveau rituel solennel. Laisse-moi m'occuper de ça pour toi, annonça-t-elle en prenant mes boîtes de médicaments dans l'armoire à pharmacie. Je le remplirai pour toi chaque dimanche. Comme ça, tu n'auras pas à t'inquiéter de les faire tomber ou d'oublier. C'est une chose de moins à penser. Je résistais au début. Chloé. Ma chérie. Je suis parfaitement capable de gérer mes propres médicaments. Je le fais depuis des années. Je sais. Dit-elle. Sa voix s'adoucissant pour prendre ce ton sirupeux. Mais laisse-moi faire ça pour toi. S'il te plaît? Je me sentirai mieux. En sachant que tu es en sécurité. Comment pouvais-je argumenter contre cela? C'était un acte d'amour. N'est-ce pas? L'acte attentionné d'une fille. Alors je cédai. Chaque dimanche, Chloé s'asseyait à ma table de cuisine, la tête penchée en concentration, tandis qu'elle triait mes pilules pour la semaine. C'est devenu notre nouvelle routine. Une routine qui ressemblait moins à de l'attention qu'à une prise de contrôle silencieuse à chaque semaine qui passait. Environ 2 semaines après le début de ce nouveau système, je commençais à me sentir bizarre. Cela commença par des étourdissements lorsque je me levais trop vite de mon tabouret de jardinage. J'accusais le soleil de printemps, le fait de ne pas boire assez d'eau. Puis vint la fatigue. C'était un épuisement profond, jusqu'à l'os, que mes siestes de l'après-midi ne parvenaient pas à dissiper. Je lisais un livre, une passion qui avait défini ma vie de professeur d'histoire de l'art à la retraite, et les mots se mettaient à se brouiller. Je perdais le fil, oubliais la phrase que je venais de lire. Un après-midi, je taillais le rosier préféré de Richard, le Pierre de Ronsard, ses pétales rose pâle parfumant l'air frais. En tendant le bras pour couper une branche morte, une vague de vertige si intense m'envahit que le monde bascula sur son axe. Le sécateur glissa de ma main et tomba bruyamment sur le dallage en pierre. Je me cramponnai au treillis, mon cœur martelant contre mes côtes dans un rythme chaotique et effrayant. Ma respiration était courte et haletante. Je restai là 1 minute entière, les yeux fermés, attendant que le tournis cesse. Quand il se calma enfin, une peur froide s'installa dans mon estomac. C'était plus que l'âge. C'était différent. C'était anormal. Chloé appela ce soir-là. Son coup de fil de vérification quotidien. Comment s'est passée ta journée? Maman? J'hésitais. L'image du sécateur sur le chemin me revenant en mémoire. Bien? Ma chérie. Calme. Je ne voulais pas l'inquiéter. Ou peut-être qu'une petite partie de moi, une partie traîtresse, ne voulait pas lui donner plus de munitions pour son récit de mon déclin. Tu as l'air fatigué? Nota-t-elle instantanément. Ses sens s'étaient aiguisés dès qu'il s'agissait d'un signe de ma faiblesse. Juste un peu. Longue journée dans le jardin. Tu vois? Tu en fais trop. Me gronda-t-elle gentiment. Peut-être que tu devrais laisser passer le jardinier que je t'ai recommandé. Tu ne peux plus t'occuper de tout ça toute seule. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. La phrase devenait un mantra. Mon jardin. Mon appartement. Mes médicaments. Ma vie. Chaque conversation était une érosion douce et aimante de mon indépendance. Le brouillard dans mon cerveau s'épaissit. Les décisions simples semblaient monumentales.
Je suis allée à l'épicerie pour du lait et du thé et je suis rentrée avec du pain et du jus d'orange, oubliant complètement ce que j'étais allée chercher. Je me tenais dans le cellier, fixant les conserves, incapable de me souvenir de ce que j'avais prévu pour le dîner. C'était de petits dérapages? Peut-être. Le genre de choses qui arrivent à tout le monde. Mais ils se produisaient de plus en plus souvent. Et à chaque fois, un petit morceau de ma confiance s'effritait. Je commençais à y croire moi-même. Je commençais à me demander si Chloé avait raison. Peut-être que mon esprit commençait à me faire défaut. Peut-être que les contours de mon cerveau d'universitaire, autrefois si vifs, s'adoucissaient enfin, se fondant dans un paysage confus et incertain. La peur était un bourdonnement constant et sourd sous la surface de mes jours. Peur de perdre mes souvenirs. Peur de perdre le souvenir de Richard. Peur de me perdre moi-même. Et à travers tout cela, Chloé était là. Une présence constante. Elle me trouvait en train de fixer le vide et enroulait une couverture autour de mes épaules. Pauvre maman, murmurait-elle. Assez fort pour que Martine, ma voisine et meilleure amie, l'entende par-dessus la haie. Elle a un de ses mauvais jours. Elle commença à parler de mon état au passé. Tu étais si vive avant. Maman. C'est dommage de voir comment cette maladie progresse. Mais aucun médecin ne m'avait diagnostiqué de maladie. Mon bilan annuel avec le docteur Cartier n'était que dans un mois. Ma seule condition connue était la FA. Et je prenais mes médicaments pour cela chaque jour. Du moins, c'est ce que je pensais. Chaque matin, j'ouvrais la petite porte en plastique de mon pilulier, celui que Chloé préparait si soigneusement. Je mettais le petit placebo blanc et la petite pilule orange dans ma bouche. Et je les avalais avec une gorgée de thé. Le goût était légèrement sucré. Crayeux. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était des médicaments. C'était la vie. Mais c'était la vie que je sentais s'écouler de moi. Goutte à goutte. Lentement et insidieusement. Mon sanctuaire, ma maison, commençait à ressembler à une prison magnifiquement décorée. Et ma fille aimante, mon unique enfant, devenait ma geôlière. Je regardais le pilulier sur le comptoir, rempli de ses rangées nettes et colorées. Et une nouvelle pensée terrifiante commença à prendre racine dans le brouillard de mon esprit. La question n'était pas de savoir si je perdais la tête. La question était pourquoi. Martine fut la première à exprimer la pensée que j'avais trop peur de formuler. Elle était venue pour notre thé hebdomadaire, un rituel que nous maintenions depuis plus de 30 ans. Elle me trouva dans le salon, en train de regarder un album photo sans tourner les pages. Les tasses de thé étaient vides sur la table basse. « Éléonore ? Ça va ? » demanda-t-elle. Ses yeux vifs ne manquant rien. Martine était une bibliothécaire à la retraite. Une femme à l'esprit d'acier et à la loyauté absolue. Elle était faite d'une étoffe plus solide que moi. Moins portée sur le sentimentalisme et plus sur l'observation directe. J'essayais de sourire. Mais cela ressemblait à un masque fissuré. Je suis juste dans la lune. Martine. Perdue dans mes pensées. Tu fais beaucoup ça ces derniers temps? Dit-elle en s'asseyant dans le fauteuil de Richard en face de moi. Elle se pencha en avant. Le regard intense. Et Chloé parle beaucoup. Je l'ai croisée au marché hier. Elle m'a parlé pendant 10 minutes de son inquiétude pour toi. Du fait que tu ne suis plus les conversations. Je tressaillis. Elle est juste inquiète. Vraiment? La voix de Martine était neutre. Où est-ce qu'elle sème des graines? Éléonore. Je te connais depuis qu'on a 40 ans. Ton esprit est une bibliothèque. Tu pourrais égarer un livre de temps en temps.
Mais tu ne brûlerais jamais tout le bâtiment. Ça. Ce n'est pas toi. Ces mots furent une bouée de sauvetage dans le brouillard. Je ne me sens pas moi-même. Martine. Je suis si fatiguée. Et confuse. Les choses m'échappent. Quand est-ce que ça a commencé? Demanda-t-elle. Son ton devenant investigateur. Réfléchis. Quand as-tu commencé à te sentir comme ça? Je fermai les yeux, remontant le fil du temps. Les vertiges. La fatigue. Les oublis. Tout pointait vers un changement spécifique dans ma routine. Il y a environ un mois. Dis-je lentement. Les pièces s'emboîtant avec un bruit terrible. Juste après que Chloé ait commencé à m'aider avec mes pilules. Les lèvres de Martine se pincèrent en une ligne dure et droite. Elle ne prononça pas les mots. Elle n'en avait pas besoin. L'accusation flottait dans l'air entre nous. Laide et impensable. Ma propre fille? L'enfant que j'avais élevé. Dont j'avais séché les larmes. Dont j'avais célébré les triomphes? C'était monstrueux. C'était impossible. C'est juste une coïncidence? Dis-je. Plus pour me convaincre moi-même qu'elle. Je vieillis. Ce sont des choses qui arrivent. Vraiment? Martine se leva et alla dans la cuisine. J'entendis le robinet couler. Elle revint avec un verre d'eau et le pilulier du comptoir. Elle le posa sur la table devant moi. Montre-moi les pilules de demain. J'ouvris docilement le couvercle du « mercredi ». À l'intérieur se trouvaient les 2 comprimés familiers, une grosse vitamine blanche et la petite. Cruciale. Pilule orange pour mon cœur. À quoi ressemble habituellement ton médicament pour le cœur? Demanda Martine. Exactement comme ça. Dis-je. Petit. Orange. Ça a toujours été comme ça. Elle le fixa. Le front plissé. C'est Chloé qui achète tes médicaments maintenant? N'est-ce pas? C'est elle qui les récupère à la pharmacie? Oui. Admis-je. Elle a insisté. Elle a dit que ça ne la dérangeait pas. Un autre petit acte de « soin » qui avait érodé mon autonomie. Martine ne dit plus rien à ce sujet. Mais la graine du doute qu'elle avait nourrie était maintenant une vigne épineuse et tenace dans mon esprit. Cette nuit-là, je ne pus dormir. L'appartement était silencieux. Mais mes pensées étaient assourdissantes. Je pensais aux dettes croissantes de Chloé. Un sujet qu'elle évitait mais que j'avais surpris dans des appels téléphoniques discrets et frénétiques. Je me souvins de ces questions désinvoltes sur mon testament. Sur l'assurance vie de Richard. Des questions que j'avais balayées à l'époque comme étant pragmatiques. Le pouvait-elle? Mon propre enfant pouvait-il mettre ma vie en danger pour de l'argent? Le lendemain matin, ma main tremblait en prenant les pilules. Pour la première fois, je les regardais attentivement avant de les mettre dans ma bouche. La pilule orange avait l'air identique. Mais alors qu'elle se dissolvait sur ma langue, je remarquai quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Une douceur sucrée distincte. Pas le goût crayeux et amer habituel des médicaments, mais le goût écœurant d'un bonbon. Je me figeai. La pilule toujours dans ma bouche. Mon cœur commença son battement frénétique et irrégulier. Lentement, je crachai la bouillie à moitié dissoute dans l'évier et me rinçai la bouche. Mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le verre. C'était un bonbon. Ce devait être un bonbon. La prise de conscience me frappa avec la force d'un coup physique. Ce n'était plus seulement une pensée monstrueuse. C'était une probabilité terrifiante et écœurante. Chloé ne gérait pas seulement ma vie. Elle la sabotait activement. Le brouillard. Les vertiges. La confusion, ce n'étaient pas des symptômes de vieillesse ou de démence. C'étaient les symptômes d'une EFA non traitée.
Elle n'essayait pas d'obtenir un mandat de protection parce que j'étais malade. Elle me rendait malade pour obtenir ce mandat. Elle me poussait lentement, délibérément, vers un AVC. La trahison était un couteau froid et aiguisé dans ma poitrine. C'était une douleur si profonde qu'elle me coupait le souffle. Ce n'était pas une étrangère. C'était ma fille. Ma Chloé. La petite fille qui s'endormait dans mes bras. Sa petite main agrippant mon doigt. Comment cette enfant avait-elle pu devenir cette personne? Mais le deuil devrait attendre. La peur était une émotion plus utile. Une peur primale et galvanisante pour ma propre vie. Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas la confronter, elle nierait tout. Me traiterait de paranoïaque? L'utiliserait comme une preuve supplémentaire de mon déclin mental. Je n'avais aucune preuve. Seulement le goût sucré de la trahison sur ma langue. J'avais besoin d'un allié. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin du docteur Cartier. Mon rendez-vous avec lui était encore dans 2 semaines. Je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. Je cherchais le numéro de son cabinet. Mes doigts maladroits sur le clavier du téléphone. Sa secrétaire répondit. Cabinet du docteur Cartier? Marie à l'appareil. Marie. Bonjour. C'est Éléonore Vance. Dis-je, essayant de garder ma voix stable. Je dois parler au docteur Cartier. C'est urgent. Il est avec un patient en ce moment? Madame Vance. Puis-je prendre un message? Non. Dis-je, avec une fermeté nouvelle et inhabituelle dans ma voix. S'il vous plaît. Marie. Dites-lui que c'est à propos de mes médicaments. Dites-lui que je pense que quelque chose ne va vraiment pas. L'urgence dans mon ton a dû faire son effet. Elle me mit en attente. Les minutes s'étirèrent en une éternité. J'imaginais Chloé franchir la porte à tout moment. Me trouvant au téléphone. Son doux sourire se transformant en un masque de fureur froide. Finalement. La voix calme et rassurante de Benoît Cartier arriva. Éléonore? Que se passe-t-il? Marie a dit que c'était urgent. Des larmes que j'ignorais retenir se mirent à couler sur mon visage. Benoît. M'étranglai-je. La voix brisée. J'ai besoin de votre aide. Je pense que mes médicaments ont été remplacés. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Mais ce n'était pas une pause d'incrédulité. C'était une pause de réflexion attentive. Remplacée par quoi? Je ne sais pas. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Je me sens horriblement mal. Et ma fille? Chloé. C'est elle qui remplit mon pilulier. Je ne pus me résoudre à formuler l'accusation complète à voix haute. C'était trop laid. D'accord. Éléonore? Dit-il. La voix basse et sérieuse. Écoutez-moi attentivement. Ne prenez plus aucune des pilules de ce pilulier. Vous comprenez? Aucune. Mais que dois-je faire? Elle le remarquera. On trouvera une solution. Pouvez-vous venir me voir? Tout de suite? Je ne peux pas. Murmurai-je en jetant un regard nerveux vers la fenêtre. Chloé pourrait arriver d'une minute à l'autre. Elle passe me voir. D'accord. Nouveau plan. J'ai votre ordonnance dans votre dossier. Il y a une petite pharmacie indépendante au coin du cours Mirabeau et de la rue Fabreau. La pharmacie provençale. Vous la connaissez? Oui. Je vais appeler pour vous prescrire un nouvel approvisionnement de 30 jours de votre anticoagulant là-bas. Payez en espèces. N'utilisez pas votre carte vitale ou un compte joint que vous pourriez avoir avec Chloé. Pouvez-vous faire ça? Oui. Je pense. Le brouillard dans ma tête semblait se dissiper.
remplacée par la clarté aiguë de l'adrénaline. Bien. Prenez les vrais médicaments. Mais voici la partie la plus importante. Éléonore. Vous devez continuer à faire semblant de prendre les pilules que Chloé vous donne. Chaque matin, sortez une des fausses pilules du pilulier. Mais trouvez un moyen de vous en débarrasser. Jetez-la dans les toilettes. Cachez-la. Ce que vous voulez. Puis, secrètement, prenez la vraie pilule du nouveau flacon. Pouvez-vous faire ça? C'était une conspiration. Une mission de contre-espionnage contre ma propre fille. L'absurdité de la situation aurait été risible si elle n'avait pas été si terrifiante. Oui. Je peux le faire. Une dernière chose, dit le docteur Cartier. La voix sombre. C'est une allégation grave. Pour le prouver, nous avons besoin de données. Je vais vous programmer une série de prises de sang hebdomadaires. Mais pas ici. Ce sera dans un laboratoire indépendant en ville. Je vais l'organiser comme une demande privée. Chaque vendredi matin, à partir de cette semaine, ils testeront les niveaux du médicament dans votre sang. Si vous avez pris un placebo, vos niveaux seront à 0. Après avoir commencé le vrai médicament, nous verrons ces niveaux remonter là où ils devraient être. Ce sera notre preuve. Preuve. Le mot était un rocher auquel s'accrocher dans cette mer tourbillonnante d'incertitude et de peur. D'accord. Benoît. Dis-je. Ma voix plus forte maintenant. Merci. Restez forte. Éléonore. Dit-il. Et soyez prudente. Après l'appel, je sentis un profond changement en moi. La femme fragile et confuse que je devenais avait disparu. À sa place se trouvait une survivante. Le deuil et la blessure étaient toujours là. Une plaie profonde et douloureuse. Mais maintenant, ils étaient recouverts d'un objectif froid et clair. Elle m'avait sous-estimé. Elle voyait une vieille femme fragile. Un esprit se transformant en poussière. Elle ne voyait pas la femme qui avait navigué dans la politique universitaire pendant 40 ans. Qui avait élevé un enfant. Enterré un mari et géré une vie avec une compétence tranquille. Elle avait oublié qui j'étais. Il était temps de le lui rappeler. Plus tard dans la journée, je m'échappais. J'attendis l'appel de midi superficiel de Chloé. Lui dis que je me sentais fatiguée et que j'allais faire une longue sieste. Puis je me suis glissée par la porte de derrière. Je suis montée dans ma vieille mais fiable Peugeot. Et j'ai conduit jusqu'à la pharmacie de l'autre côté de la ville. Le sac en papier craquant contenant le flacon de prescription en plastique ressemblait à une arme secrète. En payant en espèces, je me sentis comme une espionne. De retour à la maison, je cachai le nouveau flacon au fond de mon placard, niché dans une des vieilles bottes de jardinage de Richard. Le lendemain matin, le rituel commença. Chloé avait laissé un mot joyeux sur le comptoir. N'oublie pas tes pilules. Maman. Je t'aime. Je me dirigeai vers le pilulier. Le cœur battant. J'ouvris le compartiment, je dis. Je sortis la petite pilule orange. J'allai dans la salle de bain. Ouvris le robinet pour masquer tout bruit. Et la jetai dans les toilettes. Je la regardai se dissoudre en un tourbillon orange avant de tirer la chasse d'eau, effaçant la preuve. Puis, j'allai dans mon placard, récupérer mon vrai médicament dans la botte de Richard, et avaler la pilule qui allait réellement me maintenir en vie. Le jeu avait commencé. Et pour la première fois depuis des mois, je sentis que j'avais une chance de gagner. La première semaine de la mascarade fut la plus difficile. Chaque action semblait transparente. Chaque regard de Chloé ressemblait à une accusation. Quand elle est venue pour son rituel du dimanche,
J'ai dû me forcer à m'asseoir calmement à la table de la cuisine, sirotant mon thé, pendant qu'elle triait la provision de mensonges sucrés et dangereux de la semaine dans mon pilulier. Mes mains tremblaient légèrement en tenant la tasse en céramique. J'étais sûre qu'elle le remarquerait. Tu as l'air un peu tremblante aujourd'hui. Maman. Commenta-t-elle sans lever les yeux de sa tâche. Ses doigts se déplaçaient avec une efficacité agile, déposant les pilules contrefaites dans leur petite prison en plastique. Tu as bien dormi? Juste un petit frisson. Mentis-je, en resserrant mon gilet autour de mes épaules. Le mensonge vint plus facilement que prévu. Il semblait que j'apprenais une nouvelle et désagréable compétence. Ce vieil appartement est plein de courants d'air. On devrait peut-être faire venir quelqu'un pour l'isolation? Dit-elle, son esprit déjà tourné vers la dépense de mon argent. Ou mieux encore, on pourrait regarder certains de ces charmants appartements neufs en centre-ville. Tellement plus sécurisés et économes en énergie. Je fis un bruit non engageant. La conversation était une danse familière? Mais les pas avaient changé. Auparavant, ces suggestions semblaient être une érosion de mon indépendance. Maintenant, elles ressemblaient à un rapport de reconnaissance d'un général ennemi. Elle ne planifiait pas seulement mon avenir. Elle planifiait un avenir sans mon consentement. Ce vendredi-là, je me suis rendue au laboratoire d'analyse en ville. La salle d'attente était stérile et anonyme. Une mer de chaises beiges et de vieux magazines. J'ai donné le nom que le docteur Cartier avait fourni pour la facturation privée, mon nom de jeune fille. Eleanor Brighton. C'était étrange de l'utiliser. Comme enfiler un costume d'une vie passée. Mais c'était une couche d'armure nécessaire. Une jeune technicienne aux yeux doux m'a fait la prise de sang. Juste une petite piqûre? Dit-elle. Je l'ai à peine senti. Mon esprit était concentré sur ce que cette fiole de mon propre sang allait révéler. C'était mon témoignage silencieux. Le seul témoin que Chloé ne pouvait ni charmer ni manipuler. Il dirait la vérité. Quelques jours après avoir commencé le vrai médicament, je commençais à sentir un changement. Ce n'était pas une guérison soudaine et miraculeuse, mais un retour lent et progressif de moi-même. Le brouillard dense dans mon cerveau commença à s'éclaircir sur les bords. Je pouvais de nouveau suivre l'intrigue d'un roman. Je pouvais aller jusqu'à la boîte aux lettres sans ressentir un vertige étourdissant. Le battement chaotique dans ma poitrine commença à se calmer pour retrouver son rythme correct et médicamenteux. Plus ma tête devenait claire, plus je remarquais les machinations de Chloé. Sa performance était magistrale. D'une manière horrifiante. Elle aidait, dans la cuisine et déplaçait discrètement la salière sur une autre étagère. Plus tard, quand je ne la trouvais pas, elle soupirait avec une patience théâtrale. Oh! Maman! Elle est juste là. On vient d'en parler. Tu ne te souviens pas? Je me souvenais. Je me souvenais qu'elle avait toujours été sur l'étagère près de la cuisinière, là où je l'avais laissée. Mais je jouais mon rôle. Je feignais la confusion. Oh! Mon Dieu! Ma tête est une vraie passoire ces jours-ci, disais-je en forçant un sourire faible et contrit. Jouer le rôle de la vieille femme frêle et confuse était épuisant. C'était une performance constante, exigeant un niveau d'énergie mentale que je commençais à peine à retrouver. Chaque trou de mémoire fin, chaque moment d'impuissance délibérée, ressemblait à une petite trahison de moi-même. Mais c'était nécessaire. Je devais la laisser croire que son plan fonctionnait. Je devais l'endormir dans un état de confiance absolue. Un après-midi. Martine est passée. Je l'ai mise dans le secret. Je devais le faire. J'avais besoin d'une alliée à l'extérieur. Quelqu'un qui pouvait voir ce qui se passait sans le filtre de ma performance. Nous nous sommes assises dans le jardin. L'endroit le plus sûr pour parler.
loin des fenêtres de l'appartement. Je lui ai tout raconté, le goût sucré. L'appel au docteur Cartier. Les médicaments secrets. Les prises de sang hebdomadaires. Elle a écouté. Son visage devenant de plus en plus sombre à chaque mot. Quand j'eus fini, elle tendit la main par-dessus la petite table en fer forgé et serra la mienne. Son contact était ferme et rassurant. Cette misérable petite avide, dit-elle. Sa voix un sifflement bas. Je le savais. Je savais que quelque chose clochait. Mais ça, Éléonore, c'est une tentative de meurtre. L'entendre prononcer ces mots à voix haute me glaça le sang, même sous le chaud soleil de l'après-midi. Tentative de meurtre. C'était une expression si dramatique, si laide. Mais avait-elle tort? Un AVC, provoqué par un manque de médicaments, pourrait facilement être fatal. Ou il pourrait me laisser invalide. Incapable de parler ou de prendre soin de moi, une poupée vivante que Chloé pourrait gérer à sa guise. Nous devons aller à la police? Insista Martine. Pas encore, dis-je en secouant la tête. Le docteur Cartier et moi en avions discuté. C'est ma parole contre la sienne. Elle dira que je suis une vieille femme confuse qui invente des histoires. Elle prépare le terrain pour ça depuis des mois. Nous avons besoin de preuves irréfutables. C'est à ça que servent les analyses de sang. Le docteur Cartier m'appela après le retour des résultats du premier test. Sa voix était sombre. C'est exactement comme nous le soupçonnions? Éléonore. Vos taux sanguins pour l'anticoagulant étaient à 0. Cliniquement, c'est comme si vous n'aviez pas pris une seule dose depuis des semaines. La confirmation était à la fois horrifiante et validante. Je n'étais pas folle. Je n'imaginais rien. Et mon cœur? Demandai-je. Votre électrocardiogramme montre que vous êtes dans un état de FA persistant. Pas étonnant que vous vous sentiez si mal. Vous êtes à très haut risque en ce moment. Il est impératif que vous ne manquiez pas une seule dose du vrai médicament. Je n'en manquerai pas. Promis-je. Bien. Le prochain test aura lieu ce vendredi. Nous devrions voir les niveaux commencer à remonter. C'est comme ça que nous construirons notre dossier. Un schéma clair. 0. Puis une remontée régulière jusqu'à un niveau thérapeutique. Cela racontera une histoire que personne ne pourra nier. La deuxième semaine fut plus facile. Mon esprit était plus vif. Ma résolution plus ferme. Je commençais à tenir un journal intime. Caché avec ma réserve secrète de pilules dans la botte de Richard. Je documentais chaque conversation avec Chloé. Chaque exemple de son gaslighting. Chaque mensonge qu'elle racontait. Je notais les dates, les heures, les mots exacts qu'elle utilisait. Le journal devint une autre arme dans mon arsenal. Chloé, inconsciente de tout, devint plus audacieuse. Elle commença à apporter des brochures pour des maisons de retraite médicalisées, des EHPAD. Elle les laissait sur la table basse, ouvertes sur des pages montrant des personnes âgées souriantes aux yeux vides, assises dans des salles communes stériles. Regarde celui-ci. Maman, dit-elle un soir. La voix vive et joyeuse. Il y a un merveilleux programme d'activité. Et une équipe d'infirmières 24h24. Tu y serais si en sécurité. Je regardais la photo sur papier glacé. Ça ressemblait à une prison magnifiquement décorée. Je suis en sécurité ici. Chloé. C'est ma maison. Son visage prit un masque de pitié. Je sais que tu le penses, ma chérie. Mais ce n'est pas le cas. Tu es tombée dans le jardin le mois dernier? Tu te souviens? Je n'étais pas tombée. J'avais eu des vertiges et m'étais appuyée contre le treillis. Mais dans la version de Chloé.
Mon histoire avait été révisée. Tu as besoin de plus de soins que je ne peux t'en donner? Continua-t-elle. La voix chargée d'une fausse émotion. Ça me tue de te voir comme ça. De m'inquiéter pour toi tout le temps. L'hypocrisie était à couper le souffle. C'était elle qui causait la maladie. Et maintenant elle l'utilisait comme justification pour me prendre ma maison. La colère brûla. Chaude et pure. Dans ma poitrine. Consumant les derniers vestiges de la femme confuse et impuissante que je prétendais être. Le vendredi suivant, je suis allée faire ma deuxième prise de sang. Les résultats sont arrivés 2 jours plus tard. Le docteur Cartier m'appela. Une note de triomphe dans la voix. Nous l'avons. Éléonore. Vos niveaux grimpent. Ils ne sont pas encore thérapeutiques, mais ils sont clairement présents. Le schéma commence à se dessiner. 0. Et maintenant ceci. Nous sommes sur la bonne voie. Le même après-midi, Chloé lâcha sa nouvelle bombe. Elle arriva avec son propre dossier, rempli de relevés financiers et de documents bancaires. Maman, nous devons parler de finances, dit-elle, sur un ton très professionnel. J'ai examiné tes comptes, et les choses sont un peu en désordre. Tu as manqué une facture d'électricité, et il y a des pénalités de retard sur ta taxe foncière. C'était un mensonge. Je les avais payées moi-même, en ligne, la semaine dernière. Mon esprit nouvellement clair s'en souvenait parfaitement. Mais je fis l'idiote. Oh! Mon Dieu! Vraiment? Je n'arrive plus à suivre quoi que ce soit. Exactement, dit-elle, sautant sur l'aveu. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de parler à mon avocat. Maître Dubois. Il a préparé les documents pour le mandat de protection future dont nous avons parlé. Cela me permettrait de gérer tout ça pour toi. Consolider tes comptes. M'assurer que tout est payé à temps. Ce serait tellement plus simple. C'était donc la prochaine étape de sa campagne. Fabriquer une incompétence financière pour correspondre à l'incompétence médicale qu'elle avait déjà conçue. Un avocat? Demandai-je en feignant l'anxiété. Ça a l'air si sérieux. C'est juste une précaution? Dit-elle doucement. Un moyen pour moi de te protéger. De protéger l'héritage de papa. Il ne voudrait pas voir tout ce pourquoi il a travaillé tomber en ruine parce que tu... Eh bien, parce que tu n'es plus capable de le gérer. Utiliser Richard contre moi. C'était un nouveau coup bas. Même pour elle. La rage que je ressentis était si puissante. Si pure. Que j'eus peur qu'elle ne se voie sur mon visage. Je dus détourner le regard. Me concentrant sur une photo encadrée de Richard et moi sur la cheminée. Prise pour notre 30e anniversaire. Son sourire était si chaleureux. Si sincère. Que penserait-il s'il pouvait voir ça? Maître Dubois aimerait passer avec les papiers la semaine prochaine? Continua Chloé. Pressant son avantage. Juste pour une signature rapide et simple. Samedi. Ça t'irait? C'était le moment. La phase finale. Elle passait à l'action. Je suppose. Balbutiai-je. Jouant mon rôle jusqu'au bout. Si tu penses que c'est pour le mieux. Je sais que ça l'est. Dit-elle en me tapotant la main. Son contact me glaça. Tu verras. Ce sera un immense soulagement pour nous deux. Après son départ, j'ai immédiatement appelé le docteur Cartier. Elle amène l'avocat. Samedi prochain. D'accord, dit-il. Sa voix calme et stable. Alors c'est notre date limite. Tu auras eu 2 autres prises de sang d'ici là. Le schéma sera indéniable. Nous aurons 4 semaines de données, 0.
Faible. Moyen. Et puis, d'ici la semaine prochaine, entièrement thérapeutique. C'est le récit parfait. Il fit une pause. Éléonore, es-tu prête pour ça? Ce sera une confrontation. Je regardais autour de moi dans mon appartement silencieux. Je regardais le jardin, où les rosiers de Richard étaient en pleine et glorieuse floraison. Je pensais à la vie que nous avions construite ici. La vie que Chloé essayait de voler. La peur avait disparu, remplacée par une certitude résolue et endurcie. Je suis prête? Dis-je. Préparons la scène. La semaine précédant l'épreuve de force du samedi fut une véritable leçon de guerre psychologique. Chloé était une présence constante, flottante. Son inquiétude désormais amplifiée à un degré étouffant. Elle me traitait comme une porcelaine fragile, susceptible de se briser au moindre contact. Elle me prenait le bras pour me guider d'une pièce à l'autre. Bien que mon équilibre fût maintenant parfaitement stable. Elle coupait ma nourriture pour moi au dîner, prétendant que mes mains étaient trop tremblantes. Je laissais tout faire. Marionnette silencieuse et bouillonnante dans sa pièce tordue. Mon esprit, cependant, était plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. Le vrai médicament faisait son effet, non seulement sur mon cœur, mais sur tout mon être. Le monde était redevenu net. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus clairs. Mes pensées m'appartenaient à nouveau. Le contraste entre ma réalité intérieure et le rôle que je jouais était saisissant et profondément troublant. Pour le monde que Chloé construisait autour de moi, je m'effaçais. En réalité, je revenais à la vie avec une vengeance. Je continuais mes rituels secrets. Le bruit de la chasse d'eau le matin. Un petit son de défi satisfaisant. La marche jusqu'à mon placard pour récupérer la vraie pilule dans la botte de Richard. Une communion avec la mémoire et la force de mon défunt mari. Les entrées quotidiennes dans mon journal caché. Un enregistrement méticuleux des crimes de ma fille. Ma 3e prise de sang, ce vendredi-là, confirma ce que je sentais déjà. L'appel du docteur Cartier fut bref et encourageant. Vos niveaux sont presque dans la plage thérapeutique? Éléonore. Le graphique est parfait. Un test de plus la semaine prochaine et le tableau sera complet et accablant. Comment tenez-vous le coup? J'ai l'impression d'être une actrice dans une pièce très sombre. Avouez-je. Eh bien, le dernier acte est sur le point de commencer? Dit-il. Tenez bon encore un peu. J'ai déjà libéré mon emploi du temps pour samedi après-midi prochain. Dites-moi juste l'heure. Chloé, rayonnant d'une confiance triomphante, m'informa que Maître Dubois arriverait à 14 heures. On signe juste les papiers? Et ensuite je t'emmène dîner pour fêter ça, dit-elle. Comme si nous fêtions mon anniversaire et non le dépouillement légal de mon autonomie. Ça a l'air charmant. Ma chérie, murmurai-je. L'air convenablement docile. La veille de la réunion, Martine est passée sous prétexte de rendre un livre. Nous avons parlé à voix basse dans le jardin. L'endroit le plus sûr. Sa présence était un baume pour mes nerfs à vif. Tu es sûr que tu ne veux pas que je sois là demain? Demanda-t-elle. Le front plissé d'inquiétude. Je peux m'asseoir dans la cuisine? Juste au cas où. Non. Dis-je. Résolu. C'est quelque chose que je dois affronter moi-même. Avec le docteur Cartier. Ta présence rendrait Chloé méfiante. J'ai besoin qu'elle entre dans cette pièce totalement convaincue qu'elle a déjà gagné. Martine me regarda. Un nouveau respect dans les yeux. Tu as changé. Éléonore. Ces dernières semaines. Tu es plus forte. Je n'avais pas le choix.
répondis-je en regardant le rosier, Pierre de Ronsard. Quand quelqu'un essaie d'éteindre votre lumière, soit vous le laissez faire, soit vous apprenez à briller plus fort. Samedi matin, je me suis réveillée avec un étrange sentiment de calme. La peur et l'anxiété avaient été consumées, laissant place à une résolution froide et dure. J'ai accompli mon rituel matinal une dernière fois. Je me suis débarrassée de la fausse pilule. J'ai pris la vraie. Et j'ai écrit une dernière entrée dans mon journal, détaillant mes attentes pour la journée. Chloé est arrivée à 13h. 1 heure en avance. Pour m'aider à me préparer. Elle s'est agitée autour de mes vêtements, choisissant un gilet beige qui, selon elle, me donnait un air reposé. Elle m'a brossé les cheveux. Ses gestes un peu trop fermes. Un peu trop possessifs. C'est tout juste si je n'ai pas reculé à son contact. Voilà, dit-elle en reculant pour admirer son travail. Tu es parfaite. Présentable. Comme si j'étais une propriété qu'elle préparait pour une expertise. À 14h précises, la sonnette retentit. Chloé lissa sa robe et alla ouvrir. Un sourire accueillant plaqué sur son visage. Maître Dubois entra, portant une belle mallette en cuir. Il me salua avec ce même sourire vide et professionnel. Éléonore. Un plaisir de vous revoir. Vous sentez-vous prête à vous simplifier la vie? Autant que je le serai jamais? Dis-je. La voix délibérément fragile. Nous nous sommes assis tous les trois à la table de salle à manger en acajou poli. La scène était prête. Maître Dubois ouvrit sa mallette d'un clic et en sortit une épaisse liasse de papier, les étalant comme une main gagnante au poker. Alors, voici le mandat de protection future pour les questions financières? Commença-t-il en tapotant le premier document. Il accorde à Chloé l'autorité de gérer vos comptes bancaires, vos investissements, vos biens. Il continua sur un ton monocorde. Une litanie de tous les droits que j'étais sur le point de céder. Je fis semblant d'écouter, hochant la tête de temps en temps, le regard fixé sur un point juste derrière son épaule. Mon cœur battait à un rythme régulier et fort. Je n'étais plus l'oiseau frénétique dans la cage. J'étais le calme avant la tempête. Chloé m'observait comme un faucon, ses yeux cherchant le moindre signe d'hésitation ou de lucidité. Je ne lui en donnais aucun. J'avais l'air fatiguée. J'avais l'air confuse. J'avais l'air, pour elle, d'une femme qui était déjà partie. Point. Et ce second document est le mandat concernant votre santé? Disait Maître Dubois. C'est tout aussi important. Il permet à Chloé de prendre toutes les décisions médicales en votre nom. Si vous deveniez incapable de les prendre vous-même. Il lui donne l'autorité de parler à vos médecins, d'accéder à vos dossiers médicaux, de décider des plans de traitement. Il poussa le document vers moi, à côté d'un stylo plume élégant et cher. Si vous voulez bien signer sur les lignes indiquées, nous aurons terminé. C'était le moment. Le point culminant de moi de tromperie. Je pris le lourd stylo. Je regardais la ligne où mon nom devait aller. Je regardais Chloé, dont le visage était un mélange d'impatience et d'anticipation avide. Je regardais Maître Dubois, qui calculait déjà mentalement ses honoraires. Puis, je regardais vers la porte d'entrée. J'avais parfaitement chronométré mon appel au docteur Cartier. Je lui avais demandé d'arriver à 14h15. Ma montre, cachée sous la manche de mon gilet, indiquait 14h14. Maman? La voix de Chloé était sèche. Le stylo. Signe. Je temporisais. C'est beaucoup à assimiler, dis-je, laissant un tremblement entrer dans ma voix. Ma main tremble. Je vais t'aider,
dit-elle, se penchant pour placer sa main sur la mienne, prête à guider le stylo. Son contact était froid. Ding-dong. La sonnette retentit. Claire et autoritaire. Chloé se figea. Sa main planant au-dessus de la mienne. Un éclair de pur agacement traversa son visage. Mais qui cela peut-il bien être? Je te l'ai dit. Je n'attends personne d'autre. Elle se dirigea d'un pas sec vers la porte et l'ouvrit brusquement, son corps me cachant le visiteur. Je suis désolée, mais nous sommes en réunion privée. J'en suis certain, répondit la voix du docteur Cartier, calme et inflexible. Mais j'ai des informations médicales qui sont directement pertinentes pour cette réunion. Je crois qu'Éléonore voudra les voir, ainsi que son conseiller juridique. Chloé fut forcée de s'écarter. Le docteur Cartier entra dans la salle à manger, le visage empreint d'une expression sombre et déterminée. Il portait un épais dossier cartonné. Ses yeux croisèrent les miens pendant une fraction de seconde. Et en eux, je vis toute la confirmation dont j'avais besoin. Il était là. La vérité était là. Le sang-froid de Chloé, pour la première fois, se fissura. Docteur Cartier. Je ne comprends pas. Maman a un nouveau médecin traitant? Le docteur Martin. Vous ne supervisez plus ses soins. Ce n'est pas tout à fait exact, dit le docteur Cartier, son regard balayant les documents juridiques étalés sur la table. Bien que vous ayez pris des dispositions pour que le docteur Martin la voie, Éléonore est restée ma patiente. Et depuis un mois, je surveille un problème de santé très sérieux. Maître Dubois, l'avocat, s'agita mal à l'aise sur sa chaise. Cela ne faisait pas partie du plan. C'était une complication inattendue. Je ne suis pas sûr que ce soit approprié, commença-t-il. Oh. Je vous assure. C'est tout à fait approprié, dit le docteur Cartier, en tirant une chaise du mur et en s'asseyant à table avec nous. Il posa le dossier cartonné carrément au centre, par-dessus les mandats de protection. Vous voyez, Maître Dubois, votre cliente cherche à obtenir un mandat de protection en affirmant que sa mère, Éléonore, souffre d'un déclin cognitif et est incapable de gérer ses propres affaires. Est-ce exact? C'est l'évaluation générale. Oui, dit Maître Dubois avec raideur. Et ce prétendu déclin? Continua le docteur Cartier, les yeux rivés sur ceux de Chloé. A inclus des symptômes comme la confusion, les vertiges, la fatigue et les pertes de mémoire? N'est-ce pas? Chloé hocha la tête, reprenant un peu de confiance. Oui. Ça n'a cessé d'empirer. C'était déchirant à voir. J'en suis sûr, dit le docteur Cartier, la voix glaciale. Il tapota le dossier. Parce que je peux vous dire, avec une certitude médicale absolue, qu'Éléonore ne souffre pas de démence ou de toute autre maladie neurologique dégénérative. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient 4 rapports de laboratoire distincts, agrafés par ordre chronologique. Ce dont Éléonore souffre, dit-il. Sa voix résonnant d'autorité. C'est d'une fibrillation auriculaire non traitée. Une condition qui produit exactement chaque symptôme que vous avez décrit avec tant de larmes. Une condition qui peut mener à un AVC catastrophique. Une condition pour laquelle on lui a prescrit un anticoagulant vital. Il fit glisser le premier rapport de laboratoire sur la table vers Maître Dubois. C'est une analyse de sang d'il y a 4 semaines. Comme vous pouvez le voir, les niveaux de son médicament prescrit dans son sang sont à 0. Inexistant. Il fit ensuite glisser le 2e, le 3e et le 4e rapport, un par un. Et celui-ci date d'il y a 3 semaines.
et 2 semaines. Et celui-ci a été fait hier. Ce que vous voyez ici est un schéma clair? Indéniable. Les niveaux de médicaments passent de 0 à peine détectable, à en hausse, pour atteindre un niveau presque thérapeutique hier matin. Il se pencha en arrière dans sa chaise, son regard ne quittant jamais le visage de Chloé, qui était devenu un masque pâle et figé d'horreur. La seule façon pour qu'un graphique ressemble à ça, conclut le docteur Cartier, sa voix baissant à un ton bas et accusateur, c'est si la patiente a été privée de son médicament pendant une période significative et a ensuite recommencé à le prendre secrètement il y a environ 4 semaines. Ce ne sont pas les résultats d'une femme qui perd la tête. Ce sont les résultats d'une femme qui a été systématiquement empoisonnée par la privation de son médicament vital. Le silence s'abattit sur la pièce. Un silence lourd, suffocant, rempli de l'ampleur de l'accusation. Maître Dubois fixait les rapports de laboratoire, son vernis professionnel complètement brisé. Il regarda les papiers, puis Chloé, les yeux écarquillés d'une compréhension et d'un dégoût naissant. Mais c'était à mon tour de parler. Je repoussai ma chaise et me levai. Le gilet beige tomba de mes épaules. Je n'étais plus fragile. Je n'étais plus confuse. Ma voix, quand je parlais, n'était pas le faible murmure des derniers mois. Elle était claire, stable et remplie de la fureur froide qui m'avait animée pendant des semaines. La seule chose qui a été brumeuse, c'est le mensonge que tu as raconté. Chloé, dis-je en regardant directement ma fille. La seule chose qui a décliné, c'est ton humanité. Le visage de Chloé passa par une série rapide de transformations. D'abord, le choc, une incrédulité béante et stupéfaite que son monde soigneusement construit s'effondre autour d'elle. Puis, un éclair de peur, brute et animale, alors que la réalité de sa situation s'imposait. Et enfin, elle se rabattit sur la seule défense sur laquelle elle s'était toujours appuyée, le déni outré. C'est de la folie, bégaya-t-elle, sa voix montant dans les aigus. Elle se tourna vers le docteur Cartier, les yeux flamboyants d'une fureur désespérée. Qu'avez-vous fait? Vous êtes entré chez ma mère et lui avez rempli la tête de ses fantasmes paranoïaques. Vous la manipulez. Maître Dubois, l'avocat, repoussa lentement sa chaise de la table comme si elle était contaminée. Il leva les mains. Un geste de reddition complète. Je crois que ma participation à cette affaire est terminée, dit-il, d'une voix tendue et professionnelle qui dissimulait à peine son horreur. Il commença à rassembler ses papiers, ses mouvements raides et précis, évitant le contact visuel avec quiconque, en particulier Chloé. Vous n'allez nulle part, lui hurla Chloé. Vous êtes mon avocat. Vous devez faire quelque chose. Je suis un avocat. Mademoiselle Vance, dit-il froidement, refermant sa mallette d'un coup sec. Par un complice de maltraitance de personnes âgées et de ce qui semble être une tentative d'homicide par négligence. Vous êtes seul. Il m'adressa un unique et bref hochement de tête qui était à la fois des excuses et un salut. Puis il sortit de la maison, fermant fermement la porte derrière lui. Le son résonna avec la finalité d'un coup de marteau. La pièce était maintenant une arène, et il ne restait plus que nous trois. Le prédateur, le protecteur, et la proie qui avait refusé d'être dévorée. Il a raison, Chloé, dis-je, ma voix calme mais portant le poids de toutes les semaines de silence. C'est fini. Elle se tourna vivement vers moi. Sa façade polie complètement disparue, remplacée par un désespoir hargneux et acculé. Fini. Tu le crois lui plutôt que moi? Ta propre fille?
Je n'ai fait que m'occuper de toi. J'ai sacrifié mon temps. Mon énergie. Ma vie pour m'assurer que tu sois en sécurité. Tu appelles ça la sécurité? Intervint le docteur Cartier. Sa voix comme de l'acier. Il brandit les rapports de laboratoire. Privez votre mère de ses médicaments pour le cœur? Avez-vous la moindre idée de ce qu'un AVC lui aurait fait? Si ça ne l'avait pas tuée, ça l'aurait laissée complètement dépendante. C'est ce que vous vouliez? Une poupée vivante que vous pourriez contrôler? Un héritage auquel vous pourriez accéder un peu plus tôt? La mention de l'héritage toucha une corde sensible. Un vacillement de quelque chose, la culpabilité? Ou peut-être juste la terreur d'être prise traversa son visage. Ce n'est pas vrai, s'écria-t-elle. Je ne sais rien de ces tests. La pharmacie a dû faire une erreur. Un mauvais lot de pilules. Ça arrive. C'était une tentative faible. Pathétique. Et nous le savions tous. La pharmacie? Demandai-je. Ma voix dangereusement douce. Je me dirigeai lentement de la salle à manger vers la cuisine. Chloé et le docteur Cartier suivaient chacun de mes mouvements. J'ouvris le tiroir à côté de l'évier. Celui qu'elle n'utilisait jamais. J'allai chercher au fond et en sortis un petit sac en plastique. Je revins à la table à manger et vidai son contenu sur le bois poli. Une petite pile de disques orange et crayeux s'en échappa. Il y en avait plus de 20. C'étaient les pilules que j'avais fait semblant de prendre chaque matin. Celles que j'avais cachées dans ma paume au lieu de les jeter. Ma preuve secrète et tangible. Voilà ce que tu me donnes? Chloé. Dis-je. Celles-ci proviennent du pilulier que tu remplis si soigneusement pour moi chaque dimanche. J'en ai gardé une chaque jour. Je poussai un des petits disques vers le docteur Cartier. Que supposez-vous que ce soit? Benoît. Il en prit un. Le faisant rouler entre son pouce et son index. Il n'eut pas besoin de le goûter. Il le cassa en deux. Il se brisa avec un craquement sucré. Pas l'effritement dense d'un comprimé pharmaceutique. Je dirais que c'est un simple bonbon au sucre. Dit-il. Les yeux froids en regardant Chloé. Le genre qu'on peut acheter en gros en ligne pour la décoration de gâteaux. Enrobé d'un colorant alimentaire orange. Sans valeur. Sauf comme outil pour tuer quelqu'un. Chloé fixa la pile de bonbons orange sur la table. La preuve de sa trahison? Si petite. Si colorée. Si accablante. Le reste de sa combativité sembla s'évanouir. Remplacé par un vide creux et béant. Elle s'affaissa dans sa chaise. Son corps s'effondrant sur lui-même. L'agente immobilière vive et à succès avait disparu. À sa place se trouvait une enfant boudeuse et vaincue. Je ne voulais pas te tuer. Murmura-t-elle. Sa voix à peine audible. Les mots étaient dirigés vers la table. Pas vers moi. J'avais juste besoin que les choses soient plus faciles. J'avais besoin de contrôle. Le contrôle? Demandai-je. Le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Le contrôle de mon argent? Tu veux dire? Elle leva enfin les yeux vers moi. Et pour la première fois, je ne vis pas un monstre, mais une personne profondément brisée et pathétique. Ses yeux étaient remplis de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes d'apitoiement sur son sort. J'ai tellement de problèmes. Maman. Gémit-elle. Le marché s'est retourné. J'ai des dettes. Tellement de dettes. J'ai pris une deuxième hypothèque sur mon appartement. J'ai pensé que si je pouvais juste gérer ton portefeuille, je pourrais tout arranger. J'allais tout rembourser. Tu n'aurais même jamais rien su. La confession était tellement plus banale et sordide que je n'aurais pu l'imaginer. Ce n'était pas un grand complot gothique.
C'était juste une question d'argent. Elle était prête à risquer ma vie. À détruire mon esprit. Pour payer son appartement de luxe et ses vêtements de marque. La cupidité pure et simple de la chose était plus choquante que n'importe quel motif complexe. Alors tu as décidé de me faire passer pour incompétente ? Dis-je, exposant la laide vérité pièce par pièce. Tu as joué sur mon amour ? Ma confiance. Tu as utilisé ma propre santé contre moi. Tu m'as fait douter de mon propre esprit. Tu m'as gaslighté. Chloé. Jour après jour. Tu m'as donné l'impression de disparaître. Je n'étais plus en colère. La rage s'était consumée, laissant derrière elle un vaste paysage désolé de chagrin. C'était mon enfant. La personne que j'avais créée. La vie que j'avais nourrie. Et voilà ce qu'elle était devenue. Je t'aime. Maman. Sanglota-t-elle. Les mots sonnant creux et répétés. Je t'ai toujours aimé. Non. Dis-je. Le seul mot tranchant à travers sa performance. Non. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas ce que tu ressens. Mais ce n'est pas de l'amour. L'amour ne fait pas ça. L'amour n'essaie pas d'effacer une personne. L'amour protège. Il n'empoisonne pas. Je regardais le docteur Cartier. Il m'observait. Son expression un mélange de profonde tristesse pour ma situation et de fierté pour ma force. Il m'avait donné les armes. Mais c'était ma bataille à terminer. Que se passe-t-il maintenant ? Éléonore ? Demanda-t-il doucement. La question resta en suspens. Que se passait-il maintenant ? La police ? Un procès ? La destruction publique de ma propre fille ? Je regardais Chloé. Pleurant dans ses mains. Une figure pathétique submergée par les conséquences de sa propre cruauté. Je ressentis une vague de... non pas de pitié, mais d'épuisement. La pensée des salles d'audience, des gros titres et de l'anéantissement complet et final de notre famille était épuisante. Mais quelle était l'alternative ? La laisser s'en tirer ? Laisser cet acte monstrueux être balayé sous le tapis ? Non. Il devait y avoir des conséquences. Mais peut-être que les conséquences n'avaient pas besoin d'être une cellule de prison. Peut-être y avait-il une punition qui était, à sa manière, plus appropriée. Je pris une profonde inspiration. Lève-toi. Chloé. Dis-je. Elle me regarda. Le visage bouffi et strié de larmes. Quoi ? Lève-toi. Va dans ma chambre. Fais une valise. Prends tout ce que tu as dans cette maison. Et sors. Ses yeux s'écarquillèrent. Sortir ? Maman ? Non. S'il te plaît. Où irai-je ? Qu'est-ce que je ferai ? Je suis sûre que tu trouveras une solution. Dis-je. Ma voix dénuée de toute émotion. Tu es une agente immobilière à succès. Tu te souviens ? Tu es pleine de ressources. Mais tu ne le feras pas avec mon argent. Tu ne le feras pas depuis ma maison. À partir de cet instant, tu n'es plus la bienvenue ici. Tu ne fais plus partie de ma vie. C'était la phrase la plus difficile que j'ai jamais prononcée. C'était une amputation chirurgicale d'une partie de mon propre cœur. Mais le membre était gangrené, empoisonnant le reste de moi. Il fallait le faire. Tu ne peux pas faire ça. Se lamenta-t-elle, revenant à la crise de colère d'une enfant gâtée. C'est aussi ma maison. Tu es ma mère. Une mère que tu étais prête à sacrifier pour un meilleur score de crédit. Dis-je froidement. C'est ma maison. Celle que Richard et moi avons construite. Celle que tu as essayé de me prendre. Tu as renoncé à tout droit que tu avais sur elle. Et sur moi. Maintenant,
Sors. Elle me fixa, cherchant sur mon visage le moindre signe de faiblesse. La moindre lueur de la mère arrangeante et aimante qu'elle avait connue et exploitée toute sa vie. Elle n'en trouva aucun. La femme qui se tenait devant elle était une étrangère, une survivante qu'elle avait involontairement créée. Avec un dernier sanglot désespéré, elle se leva de la chaise et sortit en trébuchant de la salle à manger, se dirigeant vers l'étage. Quelques instants plus tard, nous entendîmes le bruit de tiroirs ouverts et claqués. Les sons d'une vie démantelée à la hâte et avec colère. Je restai là, à écouter, ne ressentant rien d'autre qu'un vide immense et creux. Le docteur Cartier vint à mes côtés, posant une main douce sur mon bras. « Vous êtes sûre, Éléonore ?» demanda-t-il. « La loi est de votre côté. Elle a commis un crime grave. » Je regardai la pile de bonbons orange toujours sur la table. « C'est vrai ?» acquiesçai-je. « Mais l'envoyer en prison ne réparera pas ce qui est brisé en elle. Et ça ne guérira pas ce qu'elle a brisé en moi. La seule chose que je puisse faire maintenant, c'est me sauver. Et ça commence par retirer le poison de ma vie. Complètement. » Je savais, avec une certitude qui me glaçait jusqu'aux os, que la plus grande punition pour Chloé n'était pas la prison. C'était d'être coupée de tout. Coupée de l'argent, du filet de sécurité, de l'amour inconditionnel qu'elle avait pris pour acquis et si vicieusement abusé. Elle serait forcée d'affronter le monde, et elle-même, seule. Et c'était une sentence bien plus terrifiante pour elle que n'importe quel juge ne pourrait imposer. Les bruits venant de l'étage étaient une symphonie frénétique de destruction. Des cintres raclant violemment une tringle de placard. Le bruit sourd de chaussures jetées dans une valise. Un sanglot étouffé qui ressemblait plus à de la rage qu'à du remords. Chaque son était un dernier accord laid dans la chanson de notre relation. Le docteur Cartier et moi restions en vigile silencieuse dans la salle à manger. La pile de bonbons orange formant un centre de table sinistre entre nous. Je me sentais étrangement détachée. Comme si je regardais une scène de film. La douleur était là. Une mer souterraine profonde. Mais à la surface. Il n'y avait qu'un calme froid et immobile. La tempête était passée, laissant derrière elle un paysage de décombres qu'il faudrait déblayer. Après ce qui sembla une éternité, Chloé descendit les escaliers, traînant une grande valise de luxe derrière elle. Son visage était en ruine. Son maquillage était maculé. Ses yeux étaient gonflés et rouges. Mais sa mâchoire était serrée en une ligne dure et provocante. Elle refusait de me regarder. Son regard fixé sur la porte d'entrée comme si c'était un portail vers une évasion qu'elle n'avait pas méritée. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, le dos tourné vers moi. « Tu le regretteras, » dit-elle. Sa voix un sifflement bas et venimeux. « Tu seras vieille et seule, et tu regretteras de m'avoir fait ça. » La menace était si enfantine, si transparentement dirigée contre mes peurs les plus profondes, qu'elle n'avait aucun pouvoir. J'avais déjà affronté le pire qu'elle pouvait me faire. La solitude était une douleur familière. La trahison était une blessure fraîche et béante. Je choisirais la douleur à chaque fois. Je suis déjà seule. Chloé, dis-je. Ma voix égale. Je le suis depuis des semaines. Même quand tu étais assise juste à côté de moi. La différence, c'est que maintenant, je suis en sécurité. Elle tressaillit comme si elle avait été frappée. Sans un autre mot. Elle ouvrit la porte, lutta pour faire passer sa valise sur le seuil, et la claqua derrière elle. Le son vibra à travers le vieil appartement. Et puis, il y eut le silence. Un silence profond. Troublant et absolument complet. Je laissai échapper un souffle que je n'avais pas réalisé retenir depuis un mois. Mes genoux devinrent soudainement faibles.
Et je m'agrippai au dossier d'une chaise de salle à manger pour me soutenir. L'adrénaline qui m'avait soutenu pendant des semaines disparut. Et à sa place, un raz-de-marée d'épuisement et de chagrin me submergea. Le docteur Cartier fut à mes côtés en un instant, sa main sur mon coude, me guidant vers une chaise. « Asseyez-vous. Éléonore. C'est fini. » « Vraiment ? » murmurai-je en m'enfonçant dans le siège. Je fixai la porte d'entrée fermée. C'était comme si un mur avait été érigé. Une barrière permanente. La finalité de la chose était suffocante. Comment une mère peut-elle simplement cesser d'aimer son enfant ? Je ne pense pas que vous ayez cessé de l'aimer, dit-il doucement. Sa voix pleine de la compassion d'un médecin. Vous vous êtes simplement aimé vous-même. Et votre vie. Assez pour lui survivre. Ce qu'elle a fait. Ce n'était pas une simple erreur. C'était une violation profonde. Vous avez fait ce que vous deviez faire pour vous protéger. Il commença à rassembler les rapports de laboratoire et la pathétique pile de bonbons orange de la table, les recélant dans le dossier cartonné comme s'il fermait un dossier. Que allez-vous faire maintenant ? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. L'avenir, qui avait été si terriblement tracé par Chloé, était maintenant une page blanche. C'était à la fois libérateur et effrayant. D'abord, je crois que je vais me faire un thé. L'acte simple et domestique me parut rassurant. Tandis que j'accomplissais les gestes familiers dans la cuisine, remplir la bouilloire, mettre du thé en vrac dans la théière, je sentais l'appartement se calmer autour de moi. Ce n'était plus une scène pour une performance sinistre. C'était juste à nouveau mon appartement. Mon appartement calme, vide et sûr. Le docteur Cartier resta encore 1 heure, sirotant du thé avec moi à la table de la cuisine. Nous n'avons pas parlé de Chloé. Nous avons parlé de ses enfants, d'un nouveau livre sur l'histoire romaine qu'il lisait, de la meilleure façon de tutorer les plants de tomates. Nous avons parlé de choses normales. Et la conversation tranquille fut un baume apaisant, recousant lentement les bords de ma réalité effilochée. Quand il partit enfin, il s'arrêta à la porte. « Éléonore, vous êtes l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Mais vous n'avez pas à être forte tout le temps. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, et je dis bien quoi que ce soit, appelez-moi. Jour et nuit. Merci. Benoît. » dis-je. Et la gratitude était immense. De m'avoir cru. Pour tout. Après son départ, j'étais vraiment seule pour la première fois. Le silence était absolu. Je me promenais dans les pièces de mon appartement, touchant les meubles, regardant les photos sur le mur. Tout semblait pareil, mais tout était différent. Un poison avait été purgé de cet espace, mais la blessure qu'il avait laissée était encore à vif. Je suis montée dans ma chambre. La porte de l'ancienne chambre de Chloé, celle qu'elle utilisait quand elle restait occasionnellement, était entr'ouverte. Je la poussai. La pièce était en désordre. Les tiroirs étaient ouverts. Le placard était vide. Et quelques vêtements rejetés étaient éparpillés sur le sol. On aurait dit une pièce qui avait été saccagée. D'une certaine manière, c'était le cas. Je vis son pilulier sur la table de chevet. Celui qu'elle avait si consciencieusement rempli. Je le pris. Quelques pilules contrefaites de plusieurs jours cliquetèrent encore dans leur compartiment. Avec une soudaine vague de révulsion, j'allai dans la salle de bain et vidai le tout dans les toilettes. Je tirai la chasse d'eau, regardant les petits disques blancs et oranges tourbillonner et disparaître. C'était comme une purification. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement. Chaque craquement du vieil appartement ressemblait à sa clé dans la serrure. Je m'attendais à ce que le téléphone sonne,
À entendre sa voix, soit suppliante, soit injurieuse. Mais le téléphone resta silencieux. Le silence était une confirmation de son caractère. Elle n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait. Elle était seulement désolée d'avoir été prise. Le lendemain matin, je fus réveillée par le chant des oiseaux devant ma fenêtre. Le soleil entrait à flots. C'était le premier matin depuis des mois que je ne m'étais pas réveillée avec un sentiment d'effroi. Je me sentais faible. Vidée. Mais le brouillard avait complètement disparu. J'étais juste moi. Éléonore Vance. Une veuve. Une professeure à la retraite. Une jardinière. Une survivante. Mon premier appel fut pour Martine. C'est fait, dis-je. La voix étranglée par des larmes non versées. Elle est partie. Oh. Éléonore. La voix de Martine était pleine de chaleur et de soulagement. J'arrive tout de suite. Mets la bouilloire en marche. Quand elle arriva, elle ne me bombarda pas de questions. Elle m'enlaça simplement dans une étreinte farouche et serrée. Je me laissai enfin pleurer. J'ai pleuré pour la fille que j'avais perdue. Pas celle qui venait de franchir la porte, mais la petite fille qu'elle avait été. J'ai pleuré pour la confiance qui avait été brisée. J'ai pleuré pour les semaines terrifiantes que j'avais endurées. J'ai pleuré d'un épuisement pur et simple, jusqu'à la moelle. Martine me tenait juste dans ses bras, me laissant tout déverser, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Et maintenant ? Demanda-t-elle doucement en me tendant un mouchoir. Maintenant ? Dis-je en prenant une profonde inspiration. Je recommence à zéro. La première étape fut pratique. J'ai appelé un serrurier et fait changer toutes les serrures de la maison. C'était un acte définitif, physique, de rupture des liens. Pendant que le serrurier travaillait, je suis allée en ligne et j'ai commencé le processus pour démêler mes finances des siennes. J'ai été choquée de voir à quel point elle s'était déjà profondément immiscée. Elle avait ajouté son nom à mon compte courant en tant que cosignataire. Elle avait redirigé mes relevés de placement à sa propre adresse. L'étendue de sa campagne préméditée était bien plus grande que je ne l'avais même réalisée. Il a fallu des jours d'appels téléphoniques frustrants aux banques et aux institutions financières, expliquant la situation en termes brefs et sans émotion, transmettant une lettre de synthèse du docteur Cartier comme preuve de l'abus de faiblesse et de l'influence indue. Chaque étape était douloureuse, un rappel de la profondeur de sa trahison. Mais chaque étape était aussi une réappropriation. Je reprenais le contrôle. Un mot de passe. Un compte à la fois. Je reconstruisais la forteresse de ma vie. Et cette fois, les murs seraient plus hauts. Une semaine après la confrontation, une lettre est arrivée. Elle provenait d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était de Chloé. Ce n'était pas une lettre d'excuse. C'était une mise en demeure formelle et légale. Elle menaçait de me poursuivre pour son héritage légitime, affirmant que j'étais mentalement instable et que j'avais été manipulée par le docteur Cartier pour la déshériter. Je fixai la lettre. Abasourdi. L'audace, le culot pur et simple, était presque comique. Elle avait été prise la main dans le sac dans un acte criminel, et pourtant elle essayait de se faire passer pour la victime. J'ai presque ri. La tentative pathétique et désespérée de m'intimider était la preuve que j'avais fait le bon choix. Elle n'était pas seulement brisée. Elle était fondamentalement sans vergogne. J'ai pris le téléphone et appelé le docteur Cartier. Benoît, dis-je. Ma voix calme. Je pense que nous pourrions avoir besoin de ces rapports de laboratoire après tout. Et des petits bonbons oranges. Ma fille a décidé de déclarer la guerre. Il soupira. Un son de résignation lasse. Je craignais cela.
Ne vous inquiétez pas. Éléonore. Nous avons la vérité de notre côté. Et la vérité est une chose têtue. La bataille n'était pas terminée. Elle venait de se déplacer vers une nouvelle arène, plus publique. Mais je n'avais pas peur. La femme confuse et effrayée que Chloé avait essayé de créer avait disparu pour de bon. Je savais qui j'étais. Et j'étais prête à me battre pour ma vie. Encore une fois. La lettre de l'avocat n'était pas le prélude à une tempête. C'était le pétard mouillé d'un feu d'artifice raté. Mon premier instinct fut une poussée de l'ancienne peur. La crainte d'une bataille juridique longue et laide qui traînerait l'agonie privée de ma famille sur la place publique. Mais ensuite, un nouveau sentiment prit sa place, un mépris profond hélas. Chloé n'était pas une grande stratège. Elle était une joueuse faisant un pari désespéré et insensé avec une main vide. Je n'ai pas engagé d'avocat moi-même. Au lieu de cela, j'ai pris une voie plus simple et plus directe. Sur la suggestion du docteur Cartier, j'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée dans la protection des majeurs. Une certaine maître Alvarez. J'ai également contacté un notaire discret et respecté que Martine connaissait. Non pas pour combattre Chloé, mais pour sécuriser méthodiquement mes propres biens. La rencontre avec maître Alvarez eut lieu dans mon salon ensoleillé. Je lui ai raconté toute l'histoire. Des premiers vertiges à la confrontation à ma table de salle à manger. Le docteur Cartier nous a rejoints par visioconférence, corroborant les détails médicaux et confirmant qu'il avait les preuves, les rapports de laboratoire et le sac de pilules bonbons stockés en toute sécurité. Je lui ai montré mon journal, avec ses entrées méticuleuses et datées. Maître Alvarez, une femme aux yeux bienveillants et à l'attitude pragmatique, écouta sans interruption. Elle parcourut mon journal, son expression devenant de plus en plus sombre. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un long moment. Madame Vance, dit-elle enfin, sa voix pleine d'une empathie tranquille forgée par la vue de trop nombreuses histoires similaires. Ce que votre fille a fait n'est pas une querelle de famille. C'est un cas d'école d'abus de faiblesse, d'exploitation financière et de mise en danger de la vie d'autrui. Ces menaces légales contre vous sont sans fondement et, franchement, délirantes. Ce sont des tactiques d'intimidation. Elle m'a ensuite exposé mes options avec une précision claire et calme. Nous pouvions déposer une plainte à la police, ce qui conduirait probablement à des poursuites pénales contre Chloé. Ou nous pouvions répondre à son avocat par une lettre de notre cru, détaillant les preuves que nous possédions et indiquant clairement que si elle poursuivait son action en justice, non seulement nous contre-attaquerions, mais nous transmettrions également notre dossier complet au procureur de la République. D'après mon expérience, a déclaré maître Alvarez, les tyrans de ce genre, face à des conséquences réelles et dures, ont tendance à battre en retraite très rapidement. Tout son dossier repose sur l'idée que vous êtes incompétente. Nous avons une montagne de preuves du contraire. J'ai choisi la deuxième option. La pensée d'un procès public, de voir ma fille dans un tribunal, était encore plus que je ne pouvais supporter. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la paix. Je voulais que ce soit fini. Mon nouvel avocat, un homme calme aux cheveux d'argent nommé Maître Simon, a rédigé une lettre qui était un chef-d'œuvre de menaces légales dissimulées sous une courtoisie professionnelle. Elle énumérait méthodiquement les preuves que nous avions, les rapports de laboratoire datés montrant l'absence puis le retour de mon médicament, le témoignage d'experts du docteur Cartier, la preuve matérielle des pilules contrefaites, mon propre journal détaillé, et le témoignage corroborant de Maître Dubois, l'ancien avocat de Chloé lui-même, qui nous avait déjà fourni une attestation de sa propre initiative, désireux de se distancer de sa toxicité. La lettre concluait en déclarant que toute action en justice de la part de Chloé serait accueillie par une réponse vigoureuse et complète,
y compris la poursuite immédiate de tous les recours pénaux et civils disponibles. Nous avons envoyé la lettre. Et puis, nous avons attendu. Les jours qui suivirent furent un étrange mélange d'anxiété et de libération. Je continuais le travail lent et laborieux de réappropriation de ma vie. J'ai fait refaire mon testament et tous les documents de succession par mon notaire. Les nouveaux documents étaient blindés. Tout mon patrimoine serait désormais légué à 2 endroits qui avaient compté pour Richard et moi, le réseau des bibliothèques de la ville, en l'honneur de Martine, et le musée Granet où j'avais été bénévole pendant des années. Le nom de Chloé n'était mentionné nulle part. Je trouvais un nouveau rythme à mes journées. Je me levais tôt, prenais mon vrai médicament et passais de longues heures sur ma terrasse jardin. Le travail physique était curatif. Arracher les mauvaises herbes de la terre, c'était comme extraire les dernières traces du poison de Chloé de mon propre système. Je plantais de nouvelles fleurs des zinnias aux couleurs vives et des cosmos joyeux dans les espaces vides. Mon jardin, qui avait été un lieu de quasi-catastrophe, devenait un symbole de ma guérison. C'était à nouveau mon sanctuaire. Martine était une présence constante et stable. Elle n'était pas envahissante. Elle passait simplement avec des provisions, ou un nouveau livre qu'elle pensait que j'aimerais, ou simplement pour s'asseoir avec moi sur la terrasse et regarder le monde passer. Sa compagnie tranquille était une bouée de sauvetage. Nous parlions de tout, sauf de Chloé. C'était comme si nous avions toutes les deux tacitement convenu que ma fille ne méritait plus d'occuper l'air de ma maison. Un après-midi, environ 1 semaine après l'envoi de la lettre de l'avocat, je taillais les rosiers quand une voiture s'arrêta au bord du trottoir. C'était une berline cabossée de 10 ans d'âge, bien loin du SUV de luxe que Chloé conduisait. Mon cœur se serra un instant, mais ce ne fut pas Chloé qui en sortit. C'était un homme que je reconnaissais vaguement de réunions de famille des années auparavant, l'ex-mari de Chloé. Marc. Il s'approcha timidement de mon portail. Il avait l'air fatigué, plus âgé que dans mon souvenir. Éléonore ? Dit-il d'une voix douce. J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai entendu. Eh bien ? J'ai entendu dire que les choses n'allaient pas bien. J'étais méfiante, mais je lui fis signe d'entrer. Nous nous sommes assis sur la balancelle de la terrasse, les chaînes grinçant rythmiquement. Un ami commun m'a appelé, dit-il sans me regarder dans les yeux. Il m'a dit que Chloé avait perdu son appartement, qu'elle vendait sa voiture, ses meubles, qu'elle était dans une mauvaise passe. Je ne dis rien, attendant. Et puis, continua-t-il, me regardant enfin, les yeux pleins d'une triste résignation. Elle m'a appelé. Hier soir. Ivre. En délire. Elle m'a raconté cette histoire folle selon laquelle vous et un médecin aviez conspiré contre elle pour lui voler son héritage. Il eut un rire court et amer. C'était la même vieille Chloé. Rien n'est jamais de sa faute. Le monde est toujours contre elle. Quand nous étions mariés, c'était son patron, ses clients, moi. Ce n'était jamais ses propres choix. Ses dépenses. Ses mensonges. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un chèque. C'était un chèque de banque. À mon nom. Le montant était de 5 000 €. C'est le reste de l'argent qu'elle m'a emprunté il y a quelques mois, dit-il en le posant sur la petite table entre nous. Elle m'a dit que c'était pour un investissement immobilier immanquable. J'ai découvert plus tard qu'elle l'avait utilisé pour rembourser ses cartes de crédit. Je ne veux pas le récupérer. Mais j'ai pensé que vous devriez l'avoir. C'est votre argent. En réalité. Volé. D'une manière ou d'une autre. Je fixai le chèque. C'était comme une petite parcelle de justice dans un monde qui avait été mis sens dessus dessous. Pourquoi me dites-vous cela ? Marc ?
demandai-je doucement. Parce que je suis désolé, dit-il. La voix légèrement cassée. J'ai vu ce côté d'elle pendant des années. Ce besoin sans fond. Cette insouciance avec les sentiments et l'argent des autres. J'ai divorcé. Je suis partie. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Je pensais que je ne faisais que me sauver. Mais j'aurais dû vous prévenir. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait capable de ce qu'elle vous a fait. Mais j'aurais dû le savoir. Les signes étaient tous là. Je suis vraiment désolée de ne pas les avoir vus assez clairement pour vous protéger. Ces excuses, si sincères et profondes, étaient quelque chose que je n'attendais pas. C'était un baume sur une blessure que je ne savais même pas encore ouverte. Ce n'était pas ta responsabilité de me protéger, Marc, dis-je. La voix étranglée. C'était la sienne. Il hocha la tête, se leva pour partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut. La lettre de l'avocat que vous avez envoyée? Ça a marché. Elle m'a appelé juste après l'avoir reçue. Elle était terrifiée. Elle a abandonné les poursuites. Elle sait qu'elle est coincée. Elle n'a plus de coup à jouer. Après son départ, je suis restée assise sur la terrasse pendant un long moment, tenant le chèque. La guerre était finie. Elle avait battu en retraite. J'avais gagné. Mais ça ne ressemblait pas à une victoire. C'était juste. Calme. Le combat m'avait donné un but pendant des semaines. Maintenant, dans le silence qui suivait, je devais affronter la vraie question, qui allais-je être maintenant? L'éléonore d'avant la trahison avait disparu pour toujours. L'éléonore pendant le combat était une guerrière? Mais la guerre était finie. Une nouvelle version de moi devrait être construite à partir des décombres. Et pour la première fois, je sentis une lueur d'espoir qu'elle puisse être plus forte et plus sage que toutes les versions qui l'avaient précédée. Le silence de Chloé fut absolu. Plus de lettres. Plus d'appels téléphoniques rageurs. Plus d'appels désespérés par des connaissances communes. C'était comme si elle avait disparu de la surface de la terre. Un fantôme qui avait finalement accepté son propre exorcisme. Le calme était ce dont j'avais rêvé. Mais durant les premières semaines, je me sentis à la dérive. Ma vie avait d'abord été définie par ses soins, puis par sa trahison, et enfin par le combat contre elle. Avec tout cela balayé, il ne restait plus que moi-même. Et je devais apprendre à connaître la femme qui restait. Ma convalescence ne fut pas une ligne droite. Il y avait des jours où une vague de tristesse profonde me submergeait, déclenchée par quelque chose d'aussi simple que de voir une mère et sa fille rire ensemble à l'épicerie. Le fantôme de la fille que je pensais avoir, celle que j'avais aimée et en qui j'avais confiance, était une présence plus douloureuse que la vraie femme ne l'avait jamais été. Il y avait des nuits où je restais éveillée, rejouant des scènes dans mon esprit, le goût sucré des pilules bonbons un fantôme sur ma langue. La violation avait laissé des sillons profonds dans ma psyché. Et je savais qu'il ne disparaîtrait peut-être jamais complètement. Mais il y avait plus de bons jours que de mauvais. Le jardin devint ma thérapie. J'appris les noms de chaque oiseau qui visitait ma mangeoire. Je fis de longues promenades dans mon quartier d'Aix, respirant l'odeur de la pluie sur le pavé et de la terre humide. Je renouai avec de vieux amis de mes années universitaires, des gens dont je m'étais éloignée pendant mes années de soins à Richard. Puis pendant le brouillard de l'influence de Chloé. Je découvris, à ma grande surprise, que mon monde ne s'était pas rétréci. En fait, en retirant le seul élément toxique, j'avais fait de la place pour que beaucoup plus de vie puisse s'y engouffrer. Un après-midi d'automne vif, Martine et moi étions assises sur ma terrasse, enveloppées dans des couvertures et sirotant du cidre chaud.
Les feuilles de l'érable dans mon jardin étaient d'un éclat brillant de rouge et d'or. J'ai reçu un appel aujourd'hui, dis-je, rompant un silence confortable. Martine haussa un sourcil. Pas de... Non. Plus jamais. Je pense. Dis-je. C'était du musée Granet. Ils ont reçu le premier chèque de la fiducie que j'ai établi avec le notaire. J'avais décidé de ne pas attendre ma mort pour commencer ma philanthropie. Il n'y avait aucune joie à cela. Je voulais voir le bien que mon argent pouvait faire pendant que j'étais encore là pour l'apprécier. Ils utilisent les fonds pour restaurer une collection d'aquarelles de paysages du XIXe siècle. Continuai-je. Un sourire sincère se dessinant sur mon visage. Ils veulent que je vienne les conseiller. Ils m'ont même offert une petite indemnité. Le visage de Martine s'illumina. Éléonore. C'est merveilleux. De retour parmi les peintures. C'est là que tu appartiens. C'est vrai? N'est-ce pas? Je sentis une étincelle de mon ancien moi. La professeure d'histoire de l'art passionnée. Reprendre vie. C'était un but. Librement choisi. Pas un combat pour la survie. Mais une contribution à quelque chose de beau et de durable. Quelques semaines plus tard, j'étais dans les archives fraîches et silencieuses du musée. Une loupe à la main. Examinant les délicats coups de pinceau sur une peinture de la montagne Sainte-Victoire. L'odeur de vieux papier et d'huile de lin était enivrante. J'étais si absorbée que je ne l'entendis pas approcher avant qu'il ne se tienne à côté de moi. Éléonore Vance? Je levai les yeux. C'était Benoît Cartier. Il n'avait pas sa blouse de médecin. Il portait un simple pull et un jean. Benoît. Dis-je. Surprise et ravie. Que faites-vous ici? Mon fils a un cours de dessin ici le samedi. Dit-il en souriant. J'ai vu votre nom sur la plaque du nouveau projet de restauration près de l'entrée. Je devais venir dire bonjour. Ça vous va bien. Vous avez l'air heureuse. Je le suis. Dis-je. Et le mot semblait vrai et solide sur ma langue. J'ai l'impression de respirer à nouveau mon propre air. Nous restâmes un moment dans un silence confortable. Regardant la peinture. Avez-vous eu des nouvelles? Demanda-t-il doucement. Sa voix pleine d'un tact prudent. Je savais de qui il parlait. Seulement des murmures? Dis-je. Le regard toujours fixé sur l'œuvre d'art. Marc, son ex-mari, m'envoie un courriel poli de temps en temps. Il entend des choses par la bande. Elle a déménagé dans une autre ville? Quelque part dans le nord. Elle enchaîne les petits boulots de bureau. D'après ce que je comprends, elle est en vie. Et elle vit enfin selon ses moyens. Parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Il n'y avait aucun triomphe dans ma voix. Seulement une finalité tranquille. Sa nouvelle vie était une conséquence de ses propres actes. Et elle était si éloignée de la mienne que cela ressemblait à l'histoire d'une étrangère. Pensez-vous la revoir un jour? Demanda Benoît. Je considérai la question. Non pas avec douleur, mais avec la clarté impartiale que j'avais si durement conquise. Je pensais à la petite fille aux genoux écorchés, à l'adolescente qui levait les yeux au ciel, à la femme à succès qui dégageait une confiance fragile. Et je pensais à l'étrangère aux yeux froids qui s'était tenue dans ma salle à manger, prête à risquer ma vie pour une commodité financière. Non. Dis-je. Et je savais que c'était la vérité. Cette personne? Ma fille. Elle n'existe plus vraiment. Peut-être n'a-t-elle jamais existé. Et la femme qui a pris sa place? Je n'ai aucun désir de la revoir. Ma vie est ici maintenant. Je fis un geste autour de la pièce silencieuse. Vers les peintures. L'histoire. La lumière qui filtrait à travers les hautes fenêtres cintrées.
C'était mon monde. Un monde de beauté, d'histoire, de but tranquille. Un monde que j'avais failli perdre et que je m'étais battu pour reconquérir. Benoît hocha la tête, comprenant parfaitement. Eh bien, dit-il. Son sourire chaleureux et sincère. Si jamais vous voulez prendre un café et parler d'autre chose que de dossiers médicaux ou de batailles juridiques, cela me ferait très plaisir. J'aimerais beaucoup aussi. Benoît. Dis-je. Mon propre sourire rencontrant le sien. Après son départ, je me retournai vers la peinture. Elle représentait la montagne à l'aube, le ciel d'un doux lavis de rose et d'or, le sommet enveloppé d'une légère brume matinale. C'était l'image du monde qui se réveille, du brouillard qui se lève pour révéler la force inébranlable en dessous. Je repris ma loupe et me remis au travail, le cœur léger. La trahison avait laissé une cicatrice, une marque permanente sur mon histoire. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Ce n'était qu'un sombre chapitre dans un livre que j'étais encore en train d'écrire. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais impatiente de voir ce que la page suivante contiendrait. Ma maison était calme. Mon jardin prospérait. Et ma vie, qui avait été si près d'être volée, était enfin, complètement, la mienne.